خبر عن يافا وشراعي في مينا يافا يا أيام الصيد بيافا نادانا البحر ويوم سحر فهيأناه المزبابا يلمح في الخاطر أضيافا عدنا بالشوق إلى يافا فجرا أقلعنا زمزم وشراع La Nakba. Dans quelques jours, nous allons commémorer la Nakba. La Nakba, ça veut dire catastrophe en arabe, c'est le nom par lequel les Palestiniens désignent la catastrophe qui leur est survenue avec l'État d'Israël. À savoir, l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens. Il y avait environ 900 000 Palestiniens en Palestine. 750 000 vont être expulsés avec la création de l'État d'Israël. Depuis, les Palestiniens nomment de ce nom Nakba cette catastrophe. La Nakba s'est déroulée en plusieurs phases, en 4 phases, qui s'échelonnent entre le mois de décembre 1947 environ et les premiers mois de l'année 1949. Cette Nakba, contrairement à ce qu'affirment les historiens sionistes, a bel et bien été délibérée. C'était le but même de la création de l'État d'Israël. C'était l'objectif stratégique numéro 1 pour ce colonialisme de peuplement qu'est l'État d'Israël. Cette Nakba n'est pas intervenue dans le feu de combat, comme on le disait, comme on l'a dit pendant longtemps. Elle n'est pas une conséquence collatérale de la guerre entre l'État d'Israël et les pays arabes. C'est absolument faux, c'est la thèse qui est défendue par les historiens sionistes. Cela est faux, puisqu'elle a commencé, cette Nakba, bien avant l'intervention en Palestine des armées arabes. Et non seulement elle a commencé bien avant l'intervention en Palestine des armées arabes, mais ces armées arabes interviennent le 15 mai 1948 pour justement tenter de mettre fin à cette Nakba. Et pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils sont pressés par les populations arabes, parce que dans le monde arabe, il y a des milliers et des milliers de personnes qui descendent dans les rues et qui exigent des gouvernements arabes qu'ils interviennent. C'est comme cela qu'ils vont intervenir, et ils ne vont pas réussir justement à mettre fin à cette hémorragie, enfin à cette expulsion des Palestiniens de leurs villages, de leurs quartiers de villes comme des villes entières comme Jaffa vont être vidées de ses habitants, de leurs habitants, des villes comme Haïfa, des villes comme Raqqa vont être pratiquement vidées de leur population. Et ainsi que tous les villages, évidemment, puisqu'on estime à environ 500 villages, 500, le nombre de villages qui, en définitive, seront non seulement expulsés, mais rasés pour beaucoup à la surface du sol, dont il ne reste aujourd'hui que des ruines. Cette Nakba, un des moments les plus importants de cette Nakba, et un des moments où évidemment, le sort des réfugiés va être scellé, le sort des Palestiniens va être scellé, c'est le 9 avril 1948. Ce jour-là, les Palestiniens d'un village qui s'appelle le village de Der Yassin, qui est près de Jérusalem, vont être massacrés dans pratiquement la totalité. Enfin, 150 de ces villageois vont être massacrés par les milices sionistes, alors toutes regroupées, hein, aussi bien l'Irgun, le Lehi, mais également la Haganah, qui était la milice principale. Donc ces villageois vont être massacrés. Le but est de faire peur et de terroriser, puisque c'est par la terreur que l'on peut expulser les Palestiniens, évidemment. Des gens qui sont sur leur terre depuis toujours ne vont pas partir délibérément. Donc c'est par la terreur. Et le point de départ de cette terreur, ça a été réellement Der Yassin, 9 avril 1948. D'autant plus que pratiquement au même moment va tomber à la tête de ces hommes le chef des troupes palestiniennes qui s'appelle Abd al-Husseini, qui était déjà un grand combattant de la révolution de 36-39. Et donc ces deux événements, ces deux faits, le massacre du village de Der Yassin et la mort de Abd al-Husseini, eh bien, vont semer le trouble, l'effroi parmi les Palestiniens. Et c'est vrai que les villages ont commencé à partir. Mais il faut le dire, à chaque fois, ils sont pressés par les milices sionistes. Et souvent, les villages résistent longtemps avant de partir, avant de prendre le chemin de l'exil. Et voilà, il faut le dire. Donc ces réfugiés vont se retrouver sur les routes, toujours plus loin,
jusqu'au moment où, évidemment, ils sortent des frontières de la Palestine. C'est ce que les milices sionistes leur intiment comme ordre. Hors des frontières de la Palestine, hors des frontières de la terre convoitée. Ce sont des dizaines de milliers de Palestiniens qui vont aller vers la Syrie, vers le Liban, vers la Jordanie, dans des camps de réfugiés, où ils sont toujours aujourd'hui, enfin, où leurs descendants sont toujours, parce que la première génération, évidemment, en général, n'est plus tellement là, n'est plus tellement en vie, mais où leurs descendants sont toujours présents, vivent toujours dans des conditions extrêmement précaires. Le comte Bernadotte est l'envoyé de l'ONU. Le comte Bernadotte est l'envoyé de l'ONU en Palestine, il est chargé de négocier une trêve. Et en sillonnant la Palestine, il va constater de visu, il va observer ces longues files de réfugiés et il va alerter l'ONU. Il va faire un rapport. Et il met en garde, il dit une catastrophe est en train de se dérouler. En fait, les milices sionistes sont en train d'expulser toute une population. On n'est pas dans le cadre d'une guerre classique. Ils sont réellement en train d'expulser toute une population et ils empêchent les gens surtout les gens de revenir. Il fait un rapport, il rédige un rapport et ce rapport, il l'envoie à l'ONU. Le temps que ce rapport soit pris en compte par l'ONU, le comte Bernadotte et le colonel Serrault, qui est un Français, un officier français qui l'accompagne, qui est son aide de camp, tous les deux sont assassinés à Jérusalem par une milice sioniste, un groupe qui s'appelle le groupe Stern, qui reproche au comte Bernadotte deux choses. D'une part, la proposition de Bernadotte d'internationaliser Jérusalem, et d'autre part, le rapport de Bernadotte sur les réfugiés. Et le comte Bernadotte, dans son rapport, faisait expressément mention au droit au retour. En décembre suivant, en décembre 1948, l'ONU est obligée de prendre en compte le rapport de Bernadotte, qui est donc un des martyrs, et d'ailleurs c'est le seul cas d'un envoyé de l'ONU qui a été assassiné dans un conflit de cette importance, d'un envoyé de l'ONU de cette importance, qui a été délibérément assassiné, qui n'a pas été tué par erreur. Et donc cette résolution qui sera adoptée par l'ONU en décembre 1948, c'est la résolution 194, elle fait injonction à l'État d'Israël de permettre le retour des réfugiés. Non seulement cela, mais cette résolution 194 est une des conditions de l'admission d'Israël à l'ONU. C'est-à-dire qu'Israël, en entrant à l'ONU, en janvier 1949, s'est engagé à respecter cette résolution sur le droit au retour des réfugiés, avec d'autres résolutions. Parce que comme tout État membre, Israël s'engage à respecter toutes les résolutions qui ont été prises auparavant. C'est ainsi que l'État d'Israël ment depuis 1948 et en toute logique devrait être expulsé de l'ONU pour refuser évidemment de mettre en application ce droit au retour. Il y avait trois conditions annulatoires dans l'admission d'Israël à l'ONU. C'était l'internationalisation de Jérusalem, c'était la création simultanée d'un État palestinien, parce que rappelons que l'État d'Israël n'a pas de validité sans la création simultanée d'un État palestinien. Il n'a aucune validité juridique. Et la troisième condition, c'était le droit au retour des réfugiés, le retour des réfugiés. Pas uniquement le droit, le retour des réfugiés. Et voilà où on en est avec cette question du droit au retour, qui est un des fondements des revendications palestiniennes. Et les Palestiniens, jusqu'à aujourd'hui, demandent son application. Et il est évident que c'est là-dessus que va buter aujourd'hui toute possibilité de négociation. Les Israéliens le savent. Et d'ores et déjà, les Israéliens, évidemment, refusent de mettre en application ce droit au retour. Quant aux Palestiniens, ils ne sont pas prêts à céder sur ce qui constitue l'essence même de cette guerre de Palestine. Toute l'habileté des sionistes, ça a été de déplacer la revendication palestinienne d'abord du droit au retour, de reconstitution de la société palestinienne agressée, en une revendication simplement d'un petit État palestinien, d'un mini-État, d'une sorte de Bantoustan sur le modèle des Bantoustans à l'époque de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, une sorte de grande enclave, de grands camps de réfugiés palestiniens auxquels on donnerait un titre d'État. Et d'ailleurs, Netanyahou s'est exprimé précisément en ce sens. Il est prêt, effectivement, à accorder... voilà. Mais la revendication du droit au retour, elle est fondamentale pour les Palestiniens. Elle n'est pas négociable. Et normalement, ce droit au retour devrait être supporté par tous les États occidentaux, bien évidemment membres de l'ONU, et surtout par la France. Puisque les trois résolutions dont je parlais tout à l'heure, ces résolutions annulatoires, un comité avait été constitué qui devait superviser le respect par Israël de ces trois conditions. Et dans ce comité, il y a les États-Unis, la Turquie et la France, qui évidemment ont complètement failli à leur mission depuis 1948. Alors voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce droit au retour. Les Palestiniens qui ont été expulsés,
se sont donc retrouvés dans des camps de réfugiés, où ils vivent dans des conditions vraiment précaires, au Liban, en Syrie, en Jordanie. Dans ces camps de réfugiés vivent plusieurs centaines de milliers de Palestiniens. Tous les Palestiniens qui sont considérés comme réfugiés ne vivent pas dans les camps, puisque le statut de réfugié est un statut qui a été mis en place donc par l'ONU. Et ces Palestiniens réfugiés peuvent aussi se retrouver en Amérique du Sud, partout. Mais dans les camps de réfugiés du Liban, de Syrie, de Jordanie, vivent aujourd'hui des centaines de milliers de réfugiés, dans des conditions extrêmement difficiles, puisque dans certains pays, ils ne peuvent pas exercer tous les métiers. Et bien évidemment, leurs conditions de réfugiés aussi les privent de possibilités de déplacement à travers le monde. Le statut de réfugié, surtout de réfugié palestinien, n'est pas un statut facile, puisque c'est quasiment un statut permanent. Israël a transformé une société en réfugiés. والشاطئ ضاع هل كان الصيد وفيرا وغنمنا منه كثيرا قل من صبح لمساء نلهو بغيوب الماء